En fait, globalement, en France, c'est un peu pareil. Je crois que c'est l'année prochaine que l'État familis également sort du brevet. Et donc, oui, c'est un peu la même situation, quoi. Donc, en tout cas, je pense que les temps passent. Merci beaucoup, Jean-Jacques, pour ta présentation. Donc, je suis Elena Gali, cardiologue aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, en fait, et je vais introduire l'orateur suivant. C'est le docteur François Tourneau du CHU de Montréal, qui va parler des phénotypes cliniques et notamment de la fragilité dans l'amylose et son impact pronostic. Merci. Donc, c'est ça, on va passer à un sujet un peu différent. On va s'intéresser à la fragilité dans les amyloïdoses cardiaques à transthyrétine avec un papier qui nous vient de l'Europe, d'une collaboration entre le Centre de référence national en Angleterre et un centre italien. Donc, le contexte un petit peu de cette étude, c'est que, on le sait, la plupart de nos patients avec amyloïdose cardiaque à transthyrétine sont âgés et ils ont généralement de nombreuses comorbidités qui alourdissent considérablement non seulement leur prise en charge, mais vont aussi déterminer leur pronostic sur le long terme. Et on sait, via toutes les études qui ont été réalisées en cardio-gériatrie, que la fragilité en elle-même, c'est un syndrome en soi qui est associé avec le vieillissement et l'ensemble de ces comorbidités que l'on retrouve chez nos patients. C'est très fréquent dans le contexte de l'insuffisance cardiaque chronique. Dans ce contexte d'insuffisance cardiaque chronique, on le sait déjà, c'est un prédicteur indépendant des hospitalisations et de la mortalité cardiovasculaire. Mais on n'avait jusqu'à présent pas de données réellement sur ce qui se passait chez nos patients atteints d'amyloïdose cardiaque à transthyrétine. Alors, l'objectif de ce papier, là, c'était effectivement de prendre une grande cohorte de patients ATTR et de regarder quelle était la prévalence de la fragilité, le phénotype clinique de ces patients-là, et si on retrouvait un lien entre le pronostic et la fragilité telle que mesurée dans cette cohorte de patients. Donc, c'est une étude rétrospective et observationnelle qui s'est étendue sur des patients entre 2019 et 2023, incluant, comme je le disais tout à l'heure, deux centres, le Centre national d'amyloïdose au Royaume-Uni et le centre de référence en amyloïdose cardiaque en Italie. Les patients, le seul critère hein, d'inclusion, c'était qu'il fallait qu'ils aient à leur admission dans un de ces centres une évaluation de la fragilité complète. Et pour ce faire, ils ont utilisé une échelle qui est en fait une échelle canadienne et qu'on appelle la Clinical Frailty Scale. Et cette échelle était réalisée par un personnel entraîné. Alors la définition exactement de l'entraînement pour l'utilisation de cette échelle est pas très claire dans le papier, mais c'est effectivement un système qui a été développé au Canada. Là, je vous ai mis en diapositive la publication originale de cette échelle par nos collègues où ils ont pris une cohorte qui existe chez nous de patients âgés et qui est suivie pendant plusieurs années. Et ils ont développé ce score où vous voyez que on va de 1 à 7. En fait, la nouvelle échelle va même à 9 points désormais. Mais l'échelle originale avait 7 points et plus vous avez un niveau élevé, plus vous êtes considéré comme fragile. Et ils avaient démontré que ce niveau de fragilité était effectivement associé avec un certain nombre de facteurs et notamment la mortalité. Donc plus vous étiez fragile, plus vous aviez une tendance à avoir un pronostic
moins bon sur le long terme. Donc ils ont utilisé cette échelle-là dans leur cohorte de patients. Cette cohorte, regroupant les deux centres, était composée de 880 patients, grande majorité des amyloïdoses sauvages. Il y avait quelques héréditaires, dont la moitié étaient des V142I, le reste était d'autres mutations. L'âge médian des patients était autour de 80 ans, grande majorité d'hommes comme habituellement dans ces grandes cohortes, avec plus de 85%. Et puis, ils ont donc utilisé cette échelle et ont mesuré le niveau de fragilité chez les patients. Donc, niveau de fragilité de 1 à 3, c'est un niveau de fragilité très faible. Évidemment, 8 à 9, vous avez un niveau de fragilité le plus élevé. Et ce qu'ils constatent, c'est que déjà, il y a plus de la moitié des patients qui ont un niveau de fragilité significatif qui est défini comme un score est supérieur ou égal à 4. Donc vous voyez que simplement 43% des patients avaient peu ou pas de fragilité. La grande majorité avait une fragilité significative. Quand ils regardaient un petit peu quel était le profil des patients qui avaient la fragilité la plus sévère, ils ont étudié leur cohorte en fonction de différents paramètres. Ils ont commencé évidemment par le sexe, sachant que les femmes représentaient quand même une faible portion de cette cohorte, mais ceci dit, on voit que les femmes sont plus fragiles que les hommes alors qu'elles sont comme les hommes atteintes de cette maladie. En fonction du caractère sauvage ou héréditaire de l'amyloïdose et en fonction de la mutation, ils vont constater que les patients qui avaient une mutation qui n'était pas la V142I était avec un niveau de fragilité le plus élevé dans leur cohorte. Et ils ont regardé ça par rapport au stade NAC. Et là encore, les patients qui avaient le stade 3 étaient les patients qui avaient le niveau de fragilité le plus élevé. Donc, les paramètres qui sont ressortis, là je vous en ai mis les trois, mais d'autres qui sont apparus également, ont été le diabète. Si les patients avaient un diabète associé à leur amyloïdose, leur niveau de fragilité était plus élevé. Est-ce que cette fragilité était associé avec un mauvais pronostic, bien, vous voyez que sur les courbes de Kaplan-Meier, plus votre niveau de fragilité augmente, plus votre pronostic se détériore au cours de suivi. Hein, les niveaux 8, 7, 8, 9 étant ceux-ci dans la courbe de Kaplan-Meier. Ce qui est plus intéressant, c'est que quand on regarde, par exemple, en fonction du stade de NAC de l'amyloïdose, c'est que même quand vous prenez le stade 3, vous êtes capable de discriminer les patients qui vont avoir le pronostic le plus sévère, c'est-à-dire que ceux qui ont un stade 3 et une fragilité extrêmement avancée vont avoir une probabilité de survie extrêmement faible à court terme, alors que ceux qui ne sont pas ou très peu frêles, ils se retrouvent avec un pronostic qui est relativement bon comparativement à des stades NAC plus faibles. Si on regarde au sein d'autres facteurs que l'on sait pronostiques dans l'amyloïdose cardiaque à transthyrétine, comme des NT-proBNP élevés, on parlait des plus de 10 000, là, des patients très malades. Là encore, si vous avez un niveau de fragilité extrêmement avancé, votre pronostic va rapidement chuter. Même chose pour les patients avec une classe NYHA élevée, ou si vous êtes à un âge avancé. C'est pas parce que vous avez un âge avancé que vous allez nécessairement mourir rapidement de votre amyloïdose si vous avez un niveau de fragilité qui est inexistant ou très faible. À l'inverse, si vous avez de nombreuses autres comorbidités qui font que votre fragilité est très importante, eh bien, vous allez mourir beaucoup plus rapidement. Donc, dans la discussion du papier, là, ils essayent de comprendre un petit peu
qu'est-ce qui peut expliquer la fragilité de certains patients et la relation entre les prédicteurs qu'ils ont identifiés et les niveaux de fragilité de leur population. Donc, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, ils se sont rendus compte que plus vous étiez âgé, si vous étiez une femme, vous aviez plus de risques d'être frêle. Et ça, il attribue que vraisemblablement, cette population, on sait qu'elle a une masse musculaire squelettique plus faible, donc ça les rend évidemment beaucoup plus à risque d'être fragiles. Pour les mutations héréditaires, pourquoi les patients qui ont une mutation mais qui n'est pas celle V142I sont plus fragiles? Là, leur hypothèse, c'est que dans ces mutations, il y a beaucoup plus souvent de neuropathie, polyneuropathie, neuropathie autonome, qui évidemment va impacter directement le niveau de fragilité de ces patients. Ce qui est quand même intéressant, c'est que une échelle relativement simple de fragilité identifie les patients les plus à risque sur le moyen et sur le long terme, alors même et que ça reste indépendant des autres facteurs pronostiques que l'on connaît, comme le niveau de NT-proNP, le stade NAC, la classe NYHA et l'âge. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que on devrait éventuellement utiliser la fragilité pour guider les décisions de traitement et la prise en charge globale de ces patients? Donc, il y a tout un paragraphe un petit peu intéressant dans leur papier qui, évidemment, mettent en garde contre l'utilisation simple de ce paramètre pour décider quel patient devrait ou ne devrait pas avoir un traitement et qui propose au contraire d'utiliser ça pour vraiment avoir une approche beaucoup plus intégrée, multidisciplinaire de ces patients pour qu'ils bénéficient éventuellement de l'ensemble des traitements pharmacologiques notamment qu'on pourrait leur proposer. Les limitations qui sont discutées, c'est que il n'y a pas de test de la variabilité inter- ou intra-observateur de mesure de la fragilité dans leur population. Il y a de nombreux autres modèles de fragilité qui existent. Ils en ont choisi une échelle, et il y en a d'autres. Donc peut-être que les résultats auraient pu être différents. Et évidemment que les femmes représentent toujours une faible proportion de cette cohorte. Et donc il faut être prudent dans l'interprétation des résultats. Donc en conclusion, euh, il reste encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine de la fragilité, mais c'est manifestement quelque chose d'important et que l'on devrait probablement intégrer beaucoup plus dans nos cliniques d'amyloïdose. Et l'étape suivante, c'est de voir si on pourrait, une fois qu'on a identifié la fragilité, développer des stratégies pour lutter contre cette fragilité qui manifestement participe grandement au pronostic global de nos patients. Merci beaucoup. Merci François pour cette belle lecture de l'étude. Moi, je commence avec une première question qui est plutôt une observation. En fait, je sais pas, peut-être que je suis un peu pessimiste dans la révision des populations des patients avec amylose que j'ai vu en pratique, en fait. Mais dans ces papiers-là, il y en a quand même quasiment la moitié qui sont pas très, très fragiles parce qu'ils sont à un score 1, 2, 3 des fragilités. Alors moi, j'ai l'impression que dans nos populations, ils sont quand même beaucoup plus fragiles, les patients. Je sais pas si vous avez des données un peu plus spécifiques de la France, pas forcément vous, mais peut-être Olivier ou je sais pas. Moi, ce que je pourrais peut-être commenter, là, l'étude, elle a été faite sur une population qui avait été inclue dans leur cohorte entre 2019 et ça a commencé en 2019. Donc, il y a quand même 5 ans. Je ne sais pas comment ils recrutaient et à l'époque comment était actif le dépistage de l'amyloïdose dans les populations. Nous, je sais que les premiers patients que l'on a eus dans nos cliniques, initialement, on se focalisait beaucoup plus sur des populations un peu plus jeunes. Quand on a commencé nos programmes, c'était ces patients-là qui nous étaient référés. Et donc, ça correspond peut-être à certains de ces patients qui sont relativement peu frêles. Maintenant, je suis d'accord avec vous, on voit une population
beaucoup plus âgés qui arrivent dans nos programmes parce que nos collègues cardiologues, internistes sont beaucoup plus sensibilisés à la maladie. Et chez des patients qui considéraient comme des anciens FP pour lesquels il n'y avait pas grand-chose à faire, qui ne dépistaient pas nécessairement pour l'amidose, ils les dépistent beaucoup plus actuellement. Donc on a effectivement une population beaucoup plus sévère et fragile que celle qui est peut-être présentée dans ce papier-là à l'heure actuelle. Ah oui, c'est Alors un peu nous, l'impression que j'ai eue après, par les collègues. Voilà. nous, ce qu'on a l'impression, c'est que on a, bah, à contrario peut-être des patients diagnostiqués de plus en plus précocement maintenant qu'on a des thérapeutiques et que, a priori, la fragilité a quand même tendance à baisser. Enfin, en tout cas, le diagnostic se fait plus tôt avec des gens un peu moins âgés, qui a 5 ou 10 ans. Mais après, probablement que c'est centre dépendant et probablement aussi que les plus fragiles, on les voit pas forcément, donc on est quand même assez biaisé sur ça. Donc, je sais pas s'il y a une dernière question, mais il va falloir qu'on conclue rapidement. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, merci beaucoup à nos deux orateurs pour ces très belles présentations. Et on se retrouve le 5 juin pour la prochaine session bibliose. Bonne journée à tous. Oui. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir. Ciao.